Hey, salut à tous, bienvenue à cette autre vidéo sur le Mitsubishi Outlander PHEV. Après l'extérieur, on regarde à l'intérieur. Là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand changement avec un Outlander régulier, à part le bras de vitesse. Lui, il trahit vraiment que c'est un hybride branchable. De toute façon, venez découvrir l'intérieur avec moi. Je vous rappelle qu'on a un modèle full equip. On en parle cette semaine à Question Auto. Ouvrons la portière du Outlander PHEV. Une finition quand même classique. Je vous dirais qu'on utilise quand même beaucoup le noir, mais encore là, je trouve ça pas si pire. Donc quand même un bel espace assez sobre si on veut. Utilisation de matériaux quand même assez soft. Donc un mélange de noir en noir très foncé, une genre de petite finition un peu plus grise sur le côté. L'utilisation du chrome aussi. On va voir donc dans les poignées comme ça. Donc, pour donner un peu plus de finesse, il y a quand même beaucoup d'espace de rangement dans la portière. Le seuil de porte est quand même assez haut, quelques ajustements de siège, puis on peut quand même apprécier les coutures qui semblent être très bien faites sur le banc qu'on a. Ce n'est pas nécessairement le banc le plus confortable, je vous le dis tout de suite. Quand on prend place à bord, j'ai un petit peu de mouvement au niveau du banc, donc une genre de petite chaise grand-père. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un peu difficile de vous montrer à la caméra, mais bon. Pour le reste, beaux matériaux, même sur la planche de bord aussi, mais on voit que c'est les années 2005, hein, quand on regarde la finition, quand on regarde un peu les boutons comme ça. Puis je pense que le pire, c'est vraiment lui qui se cache ici directement en dessous, donc pour la partie du coffre. Pour le reste, on va allumer ce véhicule-là. Et voilà. Donc, quand même une belle écran, une belle dimension, belle clarté, très clair. Et vous allez remarquer aussi, donc, au niveau du Outlander PHEV, le cadran vraiment à gauche remplacé par l'indicateur de charge éco ou encore de puissance. Un peu de lumière. Donc, au niveau des touches sur le côté, on a des phares qui sont ajustables en hauteur. Ça fait quand même très longtemps que j'ai vu ça. On a des différents systèmes de sécurité aussi qui se cachent là. L'ouverture du haillon, la trappe pour l'essence, c'est directement là que ça se passe. Vous avez des palettes de régénération directement ici. Vous allez avoir aussi tout pour les lumières. Donc, l'activation des caméras de recul, les caméras 360, vous pouvez le faire manuellement directement en appuyant sur ce bouton-là. Une qualité qui est raisonnable, régulateur de vitesse, ajustement du véhicule qui nous précède aussi pour les avertissements, tous les systèmes de contrôle au niveau téléphonique, c'est directement là que ça se retrouve. Vous allez quand même avoir un petit peu de bleu aussi sur le bouton Power qui est quand même bien. Si vous voulez changer les menus dans l'écran central, c'est comme le bouton qui est caché en arrière là. C'est pas nécessairement le bouton le plus ergonomique un peu si on veut. Et quand on regarde au centre de l'écran, bon, première des choses, quand le véhicule est démarré, vous voyez Ready, donc ça veut dire qu'on est prêt à rouler. Vous avez donc l'autonomie donc purement électrique qui vous reste. Il me reste 31 km et avec le combiné d'essence 409, j'ai un petit peu d'essence utilisée donc présentement ici. Lorsque j'appuie ensuite, ce que j'ai, c'est ma consommation moyenne 3,8 avec le pourcentage donc, que j'ai conduit avec l'essence ou encore purement électrique. J'ai un genre de diagramme qui s'affiche qui me dit exactement ben là, quelle consommation que j'ai au niveau du véhicule. Est-ce que c'est le moteur qui envoie la batterie? Est-ce que c'est la batterie qui envoie aux roues? Et j'ai un indicateur éco, des trucs tellement inutiles. Et j'ai un indicateur aussi donc de traction intégrale qui apparaît uniquement au centre. Hein. Je ne vois pas la puissance des roues, de quel côté que ça va. Kilométrage qui me reste avant un entretien. Le voyage A, le voyage B. Et je reviens donc au menu standard. C'est quand même assez régulier. Il n'y a pas de secret ici, il n'y a pas de grande cachette à l'intérieur de ce menu-là. Et si jamais vous voulez régler la luminosité, c'est directement ici que ça se passe. Au niveau de l'écran central, ben c'est quand même pas si pire. On a un écran quand même d'une belle dimension. Et ce que j'aime beaucoup à l'intérieur, c'est les différents menus qu'on a. On va cliquer ici, on va accepter, ça c'est un classique. Et c'est quand même les menus faciles qu'on a donc pour l'accès. Ces menus-là, donc, tant au niveau de la radio, au niveau de la connectivité, et mon préféré, c'est vraiment quand je passe ici, toutes les infos du véhicule hybride qui sont très complets. Moniteur d'énergie, flux d'énergie, information éco. On va avoir même les infos d'historique. Et ce que j'aime encore plus aussi, c'est qu'on a la consommation de carburant, la consommation électrique, l'alimentation au niveau du véhicule. Et on nous amène même un petit peu plus loin. Et ça, c'est ça que j'aime. La climatisation programmée, la charge programmée
Et on va voir le coût de charge aussi. On peut définir le coût directement ici. On va aller dans l'historique court terme cependant. On peut aller saisir le prix unitaire, donc le coût du kilowattheure que ça nous coûte. Je l'ai mis à 9 cents. Et là, on sait que c'est quand on dépasse, bon, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 36 kWh. Quand on dépasse ça, ça devient ce prix-là. Mais si jamais vous voulez le mettre vraiment plus réalistique, bien, allez-y avec la programmation, donc selon ce que ça coûte, dépendant de votre pays. Si vous êtes en Europe, je présume que ça va être un petit peu plus cher. Mais c'est quand même assez réaliste par rapport au coût de charge et vous pouvez réinitialiser l'historique. Vous avez donc Android Auto, Apple CarPlay dans ce véhicule-là. Ça, c'est vraiment super bien. Et comme je vous dis, j'aime quand même bien le menu. Parfois, il fait un peu vraiment old school, on s'entend. Mais encore là, j'ai déjà vu pire sur le marché, je vous le dis tout de suite. Pour le reste, quelques applications maison si on veut, mais l'intégration d'Android Auto, selon moi, est vraiment le top présentement pour le véhicule. Le reste, le mode éco qu'on peut enclencher, ce que ça va faire, ça fait apparaître une feuille tout simplement dans le tableau de bord, puis bon, ça réduit un peu la réactivité de la pédale. La climatisation, c'est vraiment quand même assez basique, un peu l'affichage ici, et on dédouble l'affichage dans le haut ici de l'écran comme ça. Je ne sais pas pourquoi on a nécessairement fait ça, mais bon. Si on va plus bas, donc on a le chauffe-volant, les avertisseurs d'angle mort, et on a l'activation donc de nos prises avec 1500 watts. On a de l'espace de rangement ici. Donc, en passant, je vais vous montrer tout de suite la clé, tant qu'à y penser. C'est quand même une clé régulière Mitsubishi, mais sur le côté, on va avoir la possibilité donc de désactiver au niveau de la recharge programmée, tout simplement de fermer le timer. Donc, on n'a pas nécessairement rien pour l'ouvrir, mais la clé, on voit qu'elle est totalement différente avec ses empoignes au-dessus. Si on regarde le fameux levier de vitesse, je ne sais pas si vous avez vu le film Tron, mais ça me rappelle exactement ça quand il était vraiment dans le véhicule. Ça donne un style un peu particulier. Pour enclencher donc les vitesses, on peut tout simplement tasser, maintenir comme ça. Vous allez voir, ça vient de passer au neutre. Si on veut sur le drive, on descend comme ça. Et si on veut en mode freinage régénératif avec 6 niveaux, donc de 0 à 5, 0 étant compté. Et bien entendu, pas très compliqué pour mettre le reculon, on pousse un petit peu comme ça. Et le parking brake, le bon vieux classique park, ça c'est un peu plus touché, c'est directement en avant là que ça se passe, donc pour immobiliser le véhicule. 2 boutons, premièrement pour charger la batterie, ou encore tout simplement pour tomber en mode sauver l'énergie. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ce que vous avez dans la batterie et vous voulez plutôt utiliser la motorisation essence, vous appuyez sur ce bouton-là. Et le bouton charge, lui, mettons que vous faites de l'autoroute, bien vous pouvez accumuler de l'énergie électrique pour plus tard. Frein électrique, Twin Motor Lock, donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va verrouiller vraiment la répartition de puissance entre l'avant et l'arrière au niveau des roues. Mais encore là, ça ne verrouille pas de côté à côté. Ce n'est pas un différentiel d'autobloquant. Bouton EV qu'on peut enfoncer pour utiliser uniquement la puissance électrique du véhicule. Siège chauffant, bouton vraiment classique, archaïque, un peu avec du vieux style. Quand même, un bon coffre à gants pour mettre du stock. Du côté des miroirs, donc tout le système HomeLink et vous allez avoir une boussole, aussi le toit donc pour ouvrir et en plus on utilise du bon vieux halogène dans un véhicule comme ça, je ne comprendrais pas. Le LED s'il vous plaît, même chose ici, pare-soleil extensible, vous avez quand même un toit ouvrant de petite dimension, mais ce qu'on aime aussi c'est surtout le système de son qu'on voit, Rockford Fosgate qu'on a 710 watts de puissance qu'on combine à notre petit écran 7 pouces, ça fait quand même bien la job. Pour le reste, section centrale. Donc, on a la possibilité donc, de brancher nos câbles USB et vous avez une prise 12 volts éclairée donc ici. C'est quand même bien. Petit espace de rangement en genre de tissu. Ça risque de ne pas toffer très longtemps cependant si vous mettez quand même beaucoup de choses. Petit tapis aussi avec la mention donc Plug-in Hybrid Vehicle. On va se déplacer. On va ouvrir le capot à l'avant pour tantôt et jeter un coup d'œil à l'arrière. Je vous rappelle que c'est ma position de conduite régulière, très facile au niveau de l'accès. Cependant, faites attention à cette petite section-là qui est relevée sur le côté si vous ne voulez pas vous faire mal à votre popotin. Et bon, vous avez de l'espace pour ranger du stock en arrière. Et directement au centre ici, une prise 1500 watts. Devinez quoi, vous pouvez brancher une TV là-dessus. Ça fait quand même la job. Les bancs aussi qui peuvent s'ajuster. Position plus droite, position penchée, c'est comme vous voulez. Section au milieu ici qui peut s'ouvrir aussi. Et vous avez la possibilité donc de plier complètement les bancs. Ce que vous faites, vous tirez la première section comme ça va abaisser l'appui-tête. Et regardez la deuxième partie. Là, je vais vous jouer une petite musique. Ça fait quand même drôle de voir le mouvement de ça.
Et vous prenez la planche tout simplement sur le côté, vous abaissez complètement et vous avez quand même un beau plancher plat qui vous donne un bel accès au coffre présentement. Allons voir la section à l'arrière. On va attendre que ça s'ouvre. Électrique, c'est toujours tannant d'attendre après l'électrique que ça roule, surtout quand tu es pressé l'hiver. Hein? Ça, c'est un peu tannant. Donc, de l'espace en masse, un cache-bagage. Et on avait vraiment une section aussi, donc, avec la prise en arrière 1500. Vous avez aussi les porte-gobelets comme ceci à l'arrière qui font quand même bien la job. Et la section en dessous, donc, on a vraiment juste un kit pour réparer les pneus. Le jack est directement là. Et vous avez donc une connexion de batterie directement ici parce que oui, vous avez quand même besoin d'une batterie régulière. Le système de son Rockford Fosgate qui prend un petit peu de place. Allons voir sous le capot. Je vous rappelle qu'on a une motorisation 2 litres combinée à un moteur électrique à l'avant comme à l'arrière. Et vous allez voir, ce n'est pas une mécanique très régulière. Vous avez cette section-là qui me fait un petit peu peur avec le fil sur le côté qui semble quasiment dénudé un peu si on veut. Quelques connecteurs aussi qui sont un petit peu apparents. J'ai hâte de voir comment ça va vieillir avec le temps, mais le reste, ça semble quand même très bien scellé. Donc, motorisation, comme je vous disais, qui est vraiment 2 litres, petite. Et vous avez donc aussi la validation d'huile qui est directement là. Pas facile hein, de pas renverser à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Liquide de lave-glace pendant qui est facilement accessible. On reparlera un petit peu de chevaux vapeur un peu plus tard. Mais en attendant, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cet intérieur-là. Je le trouve quand même sobre, mais ça démontre un petit peu d'âge. Avouez que le levier pour l'engagement des rapports, c'est un peu particulier. On a essayé de faire de quoi de futuristique, mais on dirait qu'on est encore pris dans les années 90. Pour le reste aussi, un petit peu de confort qui devrait être amélioré, mais le Outlander commence à nous montrer son âge, surtout quand on prend place à bord. De toute façon, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Puis je vous rappelle de vous abonner à Question Auto parce que les prochaines vidéos, c'est sur les spécifications et vraiment l'essai routier. Vous allez voir, on décortique techniquement le Outlander PHEV. À plus!